continue de certaine manière à célébrer la journée internationale de la femme. C'est pour ça qu'on a choisi, comme on le fait chaque occasion, des femmes écrivaines. Et on réunit ce soir Malika Arabi, qui est une auteure déjà confirmée, on peut le dire, puisqu'elle en est à son 3e livre, et avec Selma Getafe, qui est une toute jeune écrivaine de 23 ans, qui a publié son premier livre, je crois, à 21 ans, 22 ans, qui est donc toute jeune, et c'est son premier roman, mais vraiment un roman prometteur, on en parlera tout à l'heure. Et pour présenter cette soirée, ma comparse de toujours, Souad Babaïssa, qui elle a lu très très attentivement le livre de Malika Arabi. Donc voilà, donc c'est elle qui va commencer. Et après je vais parler du livre de Selma Getafe et je vais lui poser quelques questions. Et vous aussi, vous pourrez au bout d'un moment poser des questions à Malika Arabi et à Selma Getafe. Voilà, à toi, Souad. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ben oui, nous avons reporté cette journée du 9 mars au 23 mars, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Puis comme vous le voyez, ce soir, nous avons décidé de ne pas respecter la parité. Et en plus, il y a de pommes de... Voilà. Ce qui fait que je suis bien entouré. Enfin... Non, mais ce que j'aime bien en plus, c'est que dans le cadre de cette journée-là, je trouve que la salle est très masculine et ça fait plaisir. Autour d'une journée sur les droits internationaux, sur la Journée internationale des droits des femmes. Alors, j'ai lu ton 3e livre, Malika, après Éclat de vie, après sur les pas de mon père. Nous arrivons maintenant à Destin brisé. Et Malika Arabi, comme l'a dit Ariski, c'est une auteure confirmée. Certains et certaines la connaissent, d'autres moins. Et elle nous fait encore découvrir un livre pas autobiographique, mais toujours rapporté à ses souvenirs liés à sa famille. Alors, ce coup-ci, c'est la vie de ta sœur que tu retraces, de ton beau-frère, de celui qui a été son mari, de toi en 3e voix, puisque l'auteur est là, en 3e voix, hein, on sent sa présence. En voix off. En voix off. Et c'est un livre très intéressant sur 2 points. Déjà d'une, c'est nous parler de ta vie de ta sœur, cette femme dans l'Algérie coloniale, dans l'Algérie post-coloniale, et de cette histoire qui la traverse, de cette amertume qui la traverse, de cette femme qui reste dans le silence. Mais moi, ce que je veux dire d'abord, il y a une chose qui m'a frappée. Et je vais vous lire le passage parce qu'elle nous montre, elle nous plante tout de suite le décor, Malika. Et j'adore les auteurs qui nous plantent tout de suite le décor parce que ça a quelque chose de très intéressant. Et dans son préambule, elle dit « Une vieille dame m'a dit un jour, qu'est-ce qu'il te prend d'écrire? Tu étais tranquille et tu as été te jeter dans cette aventure. La place d'une femme est à la maison. Certaines personnes m'ont dit « Arrête l'autobiographie et fais-nous rêver. » Et Malika, sa réponse c'est « Une vie sans rêve est comme une terre sans pluie, dit le proverbe. J'y adhère. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps de rêver ou alors l'ai-je dépassé. Oui, c'est sûrement celle-là. Je leur répondrai ici que je n'ai pas de place pour le rêve, du moins pas pour le moment. La réalité dépasse très souvent la fiction et l'imaginaire est en général inspiré de faits réels. Pour l'heure, ma famille constitue ma source d'inspiration principale. Alors, pour ma part, je laisse le rêve à des âmes moins meurtries et je fais face à la réalité. Je laisse le rêve à ceux dont les souvenirs d'enfance ne sont pas lugubres comme les miens. Dans les sociétés occidentales, on crée une cellule psychologique, on fait venir tous ces spécialistes dont la fonction commence par psy pour un suivi après avoir subi le moindre traumatisme, ne serait-ce que la perte d'un chat.
Qu'a-t-on fait pour tout ce que l'enfant algérien a subi durant la guerre? Y a-t-il des personnes et des sous-personnes? Je n'ai aucune envie de me réfugier dans l'imaginaire. Quiconque a vécu une guerre avec son lot de douleurs et son cortège de souffrances et de morts perd toute notion de rêve. Alors Malika, la première question qu'on peut se poser, c'est qui est Malika Arabi et pourquoi cet attachement à ces souvenirs liés à l'enfance et à la famille? Bonsoir tout le monde, merci d'être venu, je suis vraiment contente de vous voir tous ici. Bon, alors, Malika Arabi, je crois que c'est une âme meurtrie. J'arrête pas de me chercher, j'arrête pas de courir après moi et je ne me trouve pas. Voilà. Il y a plus de... Comment dirais-je, en fait, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir, j'arrive pas, parce que je crois justement que c'est parce qu'il y a eu trop de souffrances dans mon enfance qui m'ont poursuivi comme ça et qui n'arrêtent pas de me poursuivre. Donc, dernièrement, une amie m'a dit, as-tu jamais été heureuse? Je crois que je n'ai jamais été heureuse. Mon seul bonheur, c'est la naissance de mes gosses. Et c'est vraiment le seul moment où j'étais heureuse à fond, c'est à la naissance de mes gosses. Donc, voilà Malika Arabi. C'est une âme meurtrie, une âme déchirée, une âme... Voilà. Mais pourtant, Malika, tu vois, tu nous dis ça. Et dans ton livre, par rapport à ta sœur Fatima, toi, on te sent plus enjoué, plus proche de l'optimisme que ta sœur. Et pourtant, aujourd'hui, tu nous dis que tu es pessimiste, que tu as beaucoup d'amertume. Et pourtant, ta sœur, dans le livre, tu la décris vraiment comme une femme qui est un rempart de silence, qui est brisée de l'intérieur, qui n'a plus de flamme, qui n'a plus de vie par rapport à ce qu'elle a vécu. Et tu vas nous l'expliquer au fur et à mesure pour parler de ton livre. Parce que ton livre a quelque chose d'essentiel, c'est de parler de ce rempart de silence dans lequel s'est enfoncée ta sœur et qui a perdu toute joie de vivre. Tu lui dis, tu étais une grande conteuse et on ne t'entend plus nous raconter. Tu chantais, tu adorais quand j'étais enfant, j'adorais entendre ta voix quand tu chantais et tu ne l'entends plus chanter. Et ce dans quoi tu la trouves aujourd'hui, c'est ce rempart de silence dans la prière, et tu vas la forcer à revenir dans ses souvenirs et à te parler de sa vie. Et j'aimerais que tu nous dises un peu ce qui s'est passé dans cette vie qui va sombrer dans l'amertume, parce que, comme tu le dis dès le début, on ne peut pas rêver quand on a été une enfant de la guerre. Oui. Donc, cette sœur-là, c'est mon aînée d'une bonne dizaine d'années. Et je ne l'ai jamais connue, avant son mariage, elle était une fille gay, une fille comme toutes les jeunes filles, quoi, pleine de rêves, Et donc elle s'est mariée pendant la guerre, elle s'est mariée de nuit. Elle a épousé un maquisard, c'était un copain à mon frère, c'était un ami à mon frère, ils étaient tous les deux maquis, et donc elle a épousé, il a demandé un mariage, et elle est partie de nuit. Et d'ailleurs, à chaque fois, elle disait, comment veux-tu que je sois heureuse, moi qui me suis mariée de nuit? Au lieu de porter une robe de mariée, elle a porté un sac de jute là, sur la tête. Comme ça, ils ne vont pas la voir du camp militaire qui est en face. Donc, il fallait qu'elle soit en noir, vêtue. Alors, à chaque fois, elle me dit, mais comment veux-tu qu'une femme qui se marie en noir soit heureuse un jour? Et donc, ce mariage s'est passé comme ça, elle est partie de nuit... elle est tombée plusieurs fois, elle a heurté des cailloux, des trucs, tout ça. Bon, c'est ça, son mariage. Et après, une année après, je crois, à peu près, son mari, qui était donc maquisard, dont elle était fière, parce qu'il était au maquis, parce qu'il était un moudjahid, quand même, on était fiers de ces gens-là, a eu des problèmes au sein du FLN. On l'a accusé d'un délit qu'il n'avait pas commis.
il a été maltraité, il a été battu, il a reçu tous les sévices possibles et imaginables. Et donc, au bout un mois de sévices, d'humiliation, de coups, de tout ce qu'on veut dire, ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas lui qui a commis le délit. Il marchait attaché, il avait les mains derrière le dos et il attachait avec une corde pendant un mois. Il suivait comme ça ses copains, les Moudjahidines, il les suivait comme ça, ils lui ont enlevé son arme, vraiment une telle humiliation. Et donc, quand ils se sont rendus compte que c'était pas lui, finalement c'était pas lui qui a commis le délit, ils l'ont relâché, ils lui ont donné son arme, ils lui ont réaccordé leur confiance, si j'ose dire. Mais lui, il a été tellement brimé, tellement... il n'arrivait plus à les considérer comme des compagnons. Ils l'ont trahi une fois, il se dit, bon, ils m'ont trahi une fois, ils me trahiront encore. Et il a perdu toute confiance en eux, et un beau jour, il s'est rallié à l'armée française. Et le drame pour ma sœur commence là. Elle avait son frère au maquis, et son mari dans l'autre camp. Et puis, il est venu, il voulait la prendre avec lui au maquis, parce qu'il avait peur des représailles des Moudjahidines, il avait peur qu'on la tue, elle avait un bébé, il avait peur pour elle, donc il l'a prise au camp militaire. Elle ne voulait pas le suivre, et de force, il l'a prise. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'elle a perdu toute... Elle n'a plus jamais souri, elle n'a plus jamais ri depuis cette date-là. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre de Malika Arabi, moi qui suis d'une jeune génération, et c'était une partie, elle m'a fait découvrir une partie de l'histoire de la guerre d'Algérie que je ne connaissais pas du tout, c'est l'opération Bleuit. Et j'aimerais que tu nous dises que tu nous dises quelques mots sur l'opération Bleuit. Et je reviendrai sur le fait que ta sœur, je pense qu'elle a perdu, en lisant ton livre, elle a perdu déjà le sourire et la joie de vivre avant que son mari rejoigne l'autre côté le côté opposé, ceux qui étaient les ennemis, c'est-à-dire que lui il était un Moudjahidine et puis il va rallier l'armée française, mais en fait elle va perdre cette joie de vivre et elle va s'enfermer dans le silence bien avant, puisqu'il va y avoir quand même un événement tragique pour elle. Il y a le fait que quand même, quand son mari est blessé par l'armée française, et que ils vont chercher après son mari, vont vouloir savoir où il est, l'armée française va l'embarquer et elle va être torturée. Elle va subir la torture, ta sœur. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi un événement important dans sa vie. Oui, alors pendant que son mari était au maquis, évidemment, elle a été considérée comme toutes les femmes des maquisards. Hein. Elle a été emprisonnée. Il l'avait prise dans le camp militaire, là, drôle de prison. Et elle a été battue. On l'a laissée pendant 3 jours toute nue sur une échelle. Ils l'ont attachée sur une échelle, toute nue dans une pièce où ils lui pissaient dessus. Hein, les militaires, ils arrivaient, ils lui pissaient dessus carrément. Donc, et c'était en hiver. Et jusqu'à présent, elle garde les séquelles. Elle a eu la tuberculose, elle a eu un tas de maladies à cause de ça. Et donc, oui, sauf que la prison, je ne sais pas si elle a perdu son sourire là, parce qu'elle était fière en fait. Elle était fière parce qu'elle était emprisonnée. Pourquoi? Parce que son mari était moudjahid et qu'elle était fière d'avoir un mari moudjahid. Même si elle souffrait, même si on la battait et tout ça, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'était pour une bonne cause. Et donc, même si elle a, comment dirais-je, le sourire de son âme, c'est pas là qu'elle l'a perdu. C'est pas pendant la prison. Elle était fière d'être une femme de maquisard. Mais quand il s'est rallié, en plus c'était le double drame, son mari s'est rallié et son frère était mort à la même période. Elle a perdu mon frère donc, et elle a perdu son mari quelque part, elle l'a perdu. Et donc le drame commence vraiment, le vrai drame commence là. Elle perd son frère
et elle perd du coup son mari. Elle n'était plus fière de ce mari-là, elle avait honte de ce mari, elle avait vraiment très honte. Elle a traîné cette honte-là toute sa vie. Jusqu'à maintenant, elle en a honte. Voilà. Alors parle-nous justement de cette opération Bleuite, parce que je pense que dans la salle, il y a aussi des jeunes générations qui ne savent pas ce qu'a été l'opération Bleuite, et je pense que ton livre aussi est intéressant parce que il y a de l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, et il y a le fait que ton livre, il y a la partie sur ta sœur, et que tu vas chercher quand même à aller rencontrer ce beau-frère, et tu vas le rencontrer en France, et il va donc te raconter son histoire aussi. Donc dans son livre, à Malika, nous avons deux parties, l'histoire de sa sœur, et de l'autre côté, un jour, Malika va quand même écouter la deuxième voix. Et la deuxième voix, c'est celle de son beau-frère. Oui, alors, mon beau-frère, il s'est remarié, il a refait ça, parce qu'on cessait le feu, en fait, quand les harkis, les vrais harkis, sont partis de l'Algérie vers la France. Lui, il a dit, moi, je n'irai pas. Je n'irai pas en France, moi je ne me considère pas comme étant un harki, donc je reste en Algérie, je n'ai fait de mal à personne, au contraire on m'a fait du mal, donc là je reste en Algérie. Et bien sûr en 62, comme tout le monde le sait, les harkis ils ont été pris en prison, ils ont été torturés, ils ont été humiliés, ils ont été par la population, hein, j'ai raconté aussi, j'ai un souvenir quand ils les ramenaient en groupe, on leur faisait arracher comment on appelle cette en kabyle. C'est une herbe, c'est comme du charbon. On leur faisait arracher ça avec leurs dents, On leur faisait les figues de Barbarie. On les obligeait à les cueillir avec leurs dents. Donc ils ont subi, les pauvres harkis, ils ont subi cette torture, bon. Lui, il était avec eux, évidemment, parce qu'ils l'ont emprisonné, hein, ils l'ont pris avec eux. Après, toutes les tortures, ils ont eu beaucoup, ils ont été torturés. Et au bout de je sais pas, une année, 2 années, je ne sais pas exactement combien d'années, il a été emprisonné à Béchar. Et là, ils ont eu quand même, à Béchar, ils ont été bien traités, ils travaillaient, même mon beau-frère travaillait. Et un jour, il a eu une permission pour venir à Alger. Au bout de 6 ans, il a eu une permission. Au lieu de venir chez lui à la maison, il s'est sauvé en France. Il a été à l'ambassade de France, il leur a demandé de l'aide, il voulait venir en France. Et donc, parce qu'en fait, il ne faisait plus confiance, il ne voulait plus, même si on le relâche de la prison, il avait peur, il a été trahi une 2e fois, il avait peur encore d'être trahi une 3e fois. Donc, il est venu ici en France. Et il a écrit une lettre à mon père, il voulait prendre ma soeur, enfin, il voulait faire un regroupement familial. Et mon père, évidemment, a refusé. Il n'était pas question que... Il a dit, moi, ma fille, je ne l'ai pas donné à un rallié, je l'ai donné à un moudjahid. Donc, il n'est pas question que tu prennes ma fille. Donc, lui, un petit peu par dépit ou quelque chose de ce genre, il s'est remarié ici. Il a eu 10 gosses avec sa 2e femme. Et puis donc, ma soeur n'est pas divorcée, elle n'a jamais été divorcée. Mais moi, je n'ai aucune haine, au contraire, je l'adore. C'est un bonhomme que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup d'affection pour lui, et j'ai cherché après lui. J'ai cherché après lui, je l'ai retrouvé, évidemment. Et il était tout heureux, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et puis je lui ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de raconter ta vie, est-ce que tu es d'accord? Il a été d'accord, évidemment. Et donc je suis partie chez lui à la maison, et puis il m'a raconté ce qu'il pouvait me raconter. J'ai passé 2 jours avec lui, et après on a continué, vive Internet, vive Skype, pendant des mois sur Skype, il m'a raconté, on parlait. Et puis voilà, il m'a raconté exactement, parce que les gens, je sais pas, ils disent jamais la vérité sur ce qui s'est passé, mais lui, il a été très sincère, très humble,
il pleurait. À chaque fois, c'était des larmes, c'était des torrents de larmes, voilà. Le livre de Malika, c'est pas une réhabilitation des harkis, c'est une part de vérité de la part d'un homme tel qu'il l'a vécu, et c'est ça qui est intéressant dans ton livre, Malika, parce que tu le dis bien, il ne s'agit pas de réhabiliter ou d'être ou d'être juge, voilà, ou d'être juge. Voilà. C'est vraiment, elle raconte la part de cet homme, comment il a vécu le fait qu'il soit passé de l'autre côté, et en fait, il nous ouvre aussi les yeux parce que on a toujours tendance à regarder les harkis depuis des décennies comme des traîtres, et en fait, on se retrouve face à des hommes ou des familles qui à deux moments n'ont pas eu d'autre choix que de passer de l'autre côté. Et j'ai trouvé que d'ailleurs en racontant l'opération Bleuite, tu nous donnes des informations historiques, mais en racontant l'histoire de ta sœur et l'histoire de ton beau-frère, vraiment tu nous ouvres un pan de l'histoire qu'il est intéressant de voir. Et quand tu as appelé ton livre Destin brisé, c'est vraiment deux destins brisés par la guerre, parce que, en fait, même si elle n'a pas connu son mari, elle l'a aimé. Elle l'a aimé. On le sent dans le livre. Non, ils se sont aimés. Ils se sont aimés, voilà. C'est deux jeunes qui se sont aimés, même si c'est Dada qui a dit tu vas épouser parce que c'est un budget, etc. Et elle est heureuse avec cet homme, parce que même la première fois quand il est blessé, elle s'inquiète, elle est tremblante, elle dit je vais perdre mon mari, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je commençais à peine à le découvrir et il va partir comme ça et je ne vais plus le revoir. Et c'est vrai, on sent qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a existé, un lien fort qui a existé entre ces deux personnes. Et malheureusement, voilà, le destin, la vie brise la vie heureuse qu'auraient pu avoir ces deux personnes. Tu conclus avec une note, j'ai beaucoup aimé ta conclusion. Enfin, c'est pas tout à fait la conclusion, mais je vais vous lire le passage parce que j'ai trouvé qu'il était... c'est très bien écrit, en plus Malika écrit bien, donc voilà. Merci. Et elle dit... Je retrouve le passage, hein. Comment vivre tout simplement après avoir connu la colonisation qui privait toute forme de liberté, le maquis qui donnait vie aux espoirs bafoués et la prison qui alourdit les sentiments d'injustice et de remords. Il faut absolument lâcher prise avec les pensées fatalistes et régénérer sa volonté et son énergie afin de ne se consacrer qu'à l'essentiel. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... Toi qui nous dis que tu es pessimiste, quand tu écris ça, quand tu nous dis que tu es pessimiste et quand tu écris ça, tu nous donnes toute la force pour devenir optimiste. Alors je ne sais pas comment tu me dis que tu es pessimiste. Enfin, moi je suis un mariage d'optimisme et de pessimisme à la fois. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Merci Malika, merci Sohaib. Et vous avez bien compris que si vous voulez savoir ce que c'est la bleuite, vous achetez le livre. Oui, alors on va passer à Selma qui a un peu le trac. Je le dis pour la sortir un peu de là. C'est la première fois qu'elle va parler en public de son travail. Donc voilà, je voulais le dire. Alors je voulais raconter une petite histoire. Un jour, j'étais dans la rue, puis le téléphone portable sonne, et puis j'ai une jeune fille au téléphone qui me dit voilà, je m'appelle Selma Guetaf, et puis c'est un ami commun qui m'a donné votre numéro, c'est Kamal Ben Abdessedok qui est là. Et voilà, j'ai écrit un roman et j'aimerais bien que vous puissiez le lire, etc. Je dis écoutez, je suis très pris, envoyez-le-moi, etc. Ce qui était vrai. Elle insiste. Elle insiste, elle rappelle le lendemain, le surlendemain. Puis je me suis dit, quelqu'un qui vraiment qui insiste comme ça, c'est que vraiment elle croit à son travail, elle y tient. Et je l'ai lu. Et je la remercie d'avoir insisté.
Parce que peut-être que je ne l'aurais pas lu, mais en le lisant, je me suis dit ça valait vraiment le coup de lire ce petit livre qui s'appelle J'aime le malheur que tu me causes, les tribulations d'une adolescente algérienne paumée. On a parlé avec Malika Arabi de la guerre donc, de libération. Avec Selma, Selma est une enfant de la décennie noire. Elle est née en 91, donc elle a grandi dans cette terrible violence qu'a connue l'Algérie pendant la décennie 90 et la décennie 2000. Je rappelle que la décennie 90, à partir de 91-92, ça a été vraiment terrible et je crois qu'on ne s'est pas assez intéressé à toute cette génération qui a grandi dans ce terrible traumatisme, quelque chose d'incroyable. Ils ont vu, enfants, des choses qui sont à peine, qu'on n'a pas vu, nous, la génération de la guerre. Parce que la guerre se faisait pas elle se faisait dans les maquis, ne se faisait pas en ville ou dans les villages comme cette guerre terrible, cette guerre intérieure qu'a connue l'Algérie. Donc Selma, elle fait partie de cette génération-là qui a peut-être essayé d'exorciser son roman, parce que son étain est plein de violence, mais d'une violence sourde, quelque chose de sourd comme ça qui est par là, qu'on sent mais qui n'est jamais vraiment nommé, etc., dans les comportements, dans les regards, il y a une violence terrible. Alors, elle nous dit, en fait, c'est une autofiction, une forme d'autofiction, ce genre que les Américains appellent autofiction, c'est-à-dire que c'est vraiment, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est toujours vraisemblable. Elle nous prévient, mais alors elle nous prévient que c'est pas du tout, elle nous prévient que tout ce qui est dans ce livre, elle nous avertit que c'est une fiction. Ni les faits racontés, ni les personnages n'ont existé, pas même la narratrice. Parce qu'il y a une narratrice, qui s'appelle Mira, qui est une jeune fille, une jeune lycéenne, dont les parents sont séparés. Alors, la narratrice vit à Al-Alma, qui est du côté de Sétif, qui est une petite ville qui est pas loin de Sétif. Alors, ses parents sont séparés. Elle vit tantôt chez l'un, chez l'autre, chez des oncles, etc. Donc elle se balade un peu comme ça, dans un mal-être terrible. Elle rencontre des gens qui sont terribles. Elle est portée sur l'écriture, elle écrit. Hein. Et alors, donc d'un côté, Selma Guettaf nous dit que il n'y a rien de vrai là-dedans, hein, que c'est de la pure fiction. Par contre, sa narratrice, qui elle écrit, un jour sa mère surprend un de ses cahiers, puis elle dit ça. Un jour, elle, la mère, s'aperçut que j'écrivais, en cachette. En rentrant, je l'avais trouvée assise à la table de ma chambre, le carnet ouvert devant elle. Elle m'a regardé avec un sentiment de trouble, étonnement, puis m'a adressé des reproches, disant que ça pouvait être totalement vrai, que je devais rectifier certains passages avec un ton qui n'autorisait pas de contestation. Ce n'était ni faux, ni vrai, c'était de la fiction. Je l'écoutais sans un mot, laissant mon esprit s'obscurcir. Le fait que je ne cherchais pas à me justifier la contraria davantage, comme anesthésié, j'étais incapable d'ouvrir la bouche. Elle me jeta ça à la figure, la couverture me fendit légèrement la lèvre inférieure, pardon. Alors, tout ce texte qui est très court, il fait 120 pages, 155 pages, qui est assez court, qui se lit vite, est empli de violence, de quelque chose de terrible qu'inspire toute cette période que sa génération a vécue. Il n'y a pas à proprement parler d'histoire. Il y a des personnages qui sont eux aussi terribles, c'est des jeunes, hein.
Ce qui est remarquable, parce que je considère que quand on a lu ça, on se dit, on tient une écrivaine, c'est certain. Moi, en tout cas, je prends le pari de dire qu'on tient une écrivaine de grande qualité, qui est en train de se construire, mais vraiment, on sent qu'il y a les ferments de quelque chose qui va advenir. On le sent bien, là, il y a une maîtrise de la langue, de la métaphore, une écriture extraordinaire, d'une terrible maturité, je ne sais pas d'où elle tient ça. Et d'ailleurs, c'est l'une des questions par laquelle je vais commencer. Comment une fille comme toi qui a fait l'école fondamentale, qui était une école arabisée, arrive à écrire un roman comme ça en français? Alors c'est ma première question. J'ai écrit en français parce que je me retrouvais dans cette langue-là. C'était vraiment le coup de foudre en fait, dès que j'ai commencé à lire. Et en fait j'ai commencé à lire très très jeune, et j'ai commencé par des romans. J'ai découvert des auteurs classiques, j'avais l'âge de 12 ans et tout de suite j'ai enchaîné les romans, l'un après l'autre. Et c'est pour ça que pour moi, lecture et écriture, ça reste, ce sont deux pratiques tout à fait indissociables. Au tout début, c'était la lecture, il y avait tout ce processus-là, ça a duré pendant des années, un roman après l'autre. Donc finalement, ça n'a rien à voir avec l'école, c'est vrai, malheureusement. Mais il faut que je dise quand même qu'il y a eu des enseignants qui m'ont beaucoup encouragée. D'ailleurs, j'en parle à un moment donné dans mon roman. Je parle de la rencontre, de la chance que j'ai eue justement d'avoir un enseignant très particulier. C'est vrai que ce n'est pas vraiment donné, dans nos écoles, mais quand même, voilà, j'ai fait de l'école publique et j'ai eu quand même quelques enseignants qui ont marqué mon parcours en tant que lycéenne, en tant que collégienne. Je me rappelle d'ailleurs d'une enseignante et qui, au moment où quand on lui donnait nos productions écrites, donc à la fin, quand elle rendait les copies, elle notait pour moi « J'aime vous lire, Mademoiselle Guétaf ». Et ça c'était très émouvant pour moi parce qu'à ce moment-là, elle nous tutoyait tous en classe, moi y compris, et au moment où elle notait ça, elle disait « Mademoiselle Guétaf, j'aime vous », et elle disait aussi « J'aime vous lire ». Donc il y avait du respect, il y avait quelque chose, c'est comme si tout d'un coup, elle s'adressait plus à l'élève, mais elle me considérait déjà comme auteur. Et j'avoue que, alors que je ne disais pas à ce moment-là, je parlais de mes lectures, j'aimais beaucoup partager ça avec les enseignants qui étaient, disons, qui aimaient bien justement, qui aimaient écouter leurs élèves, etc. Donc je parlais de mes lectures, je disais par exemple que voilà, j'ai aimé lire François Sagan, Amélie Nothomb par exemple, Nathalie Sarraute, Boris Vian et bien d'autres. Et c'est vrai que souvent on me disait est-ce que ce ne sont pas là des lectures, pour ton âge, commencer par ces auteurs-là. Après moi je choisissais pas vraiment, justement c'est le hasard un peu qui a fait les choses pour moi, et je pense que le hasard l'a bien fait. Ensuite il y a aussi bien sûr toute la vie, tout un parcours, des rencontres que l'on peut faire, etc. Je ne sais pas, c'est intéressant de parler de la décennie noire. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que le fait justement d'appartenir à cette génération-là a fait que... en tout cas, j'essaie toujours d'être très subtile, même si voilà, je peux être très violente dans mes descriptions, mais en même temps, j'aime bien aussi avoir un style assez léger, c'est-à-dire voilà. Disons qu'à chaque fois, j'essaie d'osciller entre les deux. Voilà. Alors, évidemment, la première chose qui frappe dans ton roman, c'est le titre. J'aime le malheur que tu me causes. Alors, pourquoi ce titre? C'est vrai que c'est un titre qui n'est pas venu tout de suite, vraiment pas, mais à la fin. Et tout simplement parce que je trouvais que l'histoire, en fait, s'adressait à un public très jeune. Pas juste à un public jeune, mais voilà. Je pense que, en tout cas au moment où j'écrivais l'histoire, puisque j'ai commencé vraiment vers l'âge de 18 ans, en fait, ça a pris des années, et à ce moment-là, je me disais, ça s'adresse à des personnes de mon âge. Donc à ce moment-là, il était important pour moi
que le titre accroche d'abord ce public-là, parce que je trouvais quand même que mon histoire pouvait être classée dans la littérature jeunesse, même si ça s'adresse aussi à un public adulte. Donc je me disais, il faut que je trouve un titre qui accroche, qui parle à ce public-là. Et il y a aussi le jeu, j'utilisais le jeu parce que j'écris avec le jeu, et pour moi c'est pour moi important quand je m'exprime d'utiliser le jeu, même s'il ne s'agit pas d'une autobiographie. Mais là encore, c'est une manière de montrer à quel point je tiens à être proche du lecteur. Aussi, j'ouvre une petite parenthèse parce que voilà, pour le choix du titre, toujours... C'est très personnel, mais à ce moment-là, en fait, comment le titre m'est venu? Tout simplement parce que j'écoutais beaucoup une chanson, et c'est une chanson d'un artiste que j'aime beaucoup, James Blake, donc un artiste anglais, et la chanson s'intitule The Limit to Your Love. Donc c'est chanté avec une voix très fragile, mais qui donne en fait l'impression que ça va exploser à tout moment, et je me disais, mais ça c'est mon personnage. Comme quoi c'est incroyable les rapports qu'on peut faire entre un texte, en fait pas juste entre un texte et un autre, mais entre une œuvre et une autre complètement différente, entre un texte par exemple et une image, etc. Donc moi je me disais, voilà, j'ai trouvé justement ça m'a inspiré vraiment pour trouver le titre qui correspondait à mon histoire. Non, mais dans le titre, c'est pas le jeu qui m'interpelle, c'est le tu. C'est qui? Voilà. C'est pas le jeu, bon, on sait que c'est bien toi. D'accord. Alors, oui, tu disais que c'est écrit pour un public jeune, mais je crains que quand même le vocabulaire, c'est vraiment... il n'est pas lisible par les moins de 16 ans. Hein. Non, à partir de 18 ans, oui. Oui. À partir de... Oui, c'est vrai quoi. Oui, enfin... c'est très cru. Hein, c'est très cru. Tu prends l'intérêt de... Attends, je reprends le micro de 2 secondes. L'intérêt de ce roman, c'est que vraiment, enfin pour moi, c'est ça la littérature, c'est prendre ce risque-là. C'est-à-dire, c'est prendre le risque du dévoilement, de s'exposer. Et elle le prend vraiment en utilisant un vocabulaire très cru qui est à la hauteur de la réalité elle-même, quoi. Je veux dire. Alors, est-ce que la question est la suivante? Est-ce que tu t'es pas dit par moment, non, ça c'est des choses qui se disent pas comme ça, etc. Alors franchement, à aucun moment je ne me suis dit ça, à aucun moment je ne me suis posé la question. Et ce qui est drôle, c'est que je ne trouve pas que c'est cru en fait. Disons que c'est mon style, justement c'est ça ce qui est très important je pense pour un auteur quand il écrit, c'est qu'il part à la recherche de son propre style. Et une fois qu'il le retrouve, il cherche à le façonner, il travaille, etc. Donc moi je peux dire que j'ai trouvé mon style et je continue toujours à écrire, etc. Et je me retrouve complètement dans ce style-là. Et je pense que quand on parle de littérature, on peut pas dire en fait la littérature on peut pas dire que c'est cru ou ça s'attaque ou ça, parce qu'on ne cherche pas vraiment à toucher des personnes, à les déranger, mais plus justement à leur raconter une histoire, et on cherche comment véhiculer cette histoire-là, quel langage va nous permettre de dire ce qu'on a à dire. Et puis ce qui est important je pense dans cette histoire-là, c'est que ça raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents, et surtout Mira, la jeune héroïne, donc qui a presque 18 ans. Et donc, du moment que ça parle d'un groupe d'adolescents, pour moi, il était important quand même d'aller vers ce vocabulaire-là. Faut pas quand même se mentir. C'est-à-dire, les adolescents ont leur manière de parler. Moi, j'aime rester dans un style littéraire quand même, parce que je ne peux pas écrire comme je parle. Ce n'est plus un roman. Mais en même temps, justement, c'était quand même quelque chose, je pense, en tout cas, c'était assez difficile pour moi, justement, d'arriver à concilier entre les deux. En même temps, et donner l'impression que c'est vraiment une jeune fille qui parle et non pas une femme mature ou je ne sais pas, ou une écrivaine justement, mais vraiment parce que c'est un jeu
qui se confie du début jusqu'à la fin. Je donne l'impression que c'est Mira qui est là et qui vient raconter son histoire. Mira, c'est qui? C'est une jeune fille âgée d'à peine 18 ans, insolente, c'est vrai, qui a souvent des propos aberrants, qui a des attitudes exécrables, donc il n'y a rien en elle, en fait, finalement, qui peut susciter l'empathie du lecteur. Et pour moi, il est important de me mettre dans la peau de Mira. Mais finalement, je pense que... Enfin, l'objectif aussi, c'était justement d'arriver à faire comprendre au lecteur petit à petit pourquoi elle éprouve ce sentiment de révolte, pourquoi à un moment donné il y a cette rupture avec ses parents, pourquoi elle se rebelle, elle choisit l'errance pour se retrouver, etc. Alors, en te lisant, on a l'impression que tu es la fille de François Sagan et de Bukowski. Je l'écoute et elle me donnait, j'étais en train de dire... Et d'ailleurs, à la fois François Sagan et Bukowski, il y a des clins d'œil dans le roman, à la fois à l'une et à elle. Je pense que c'est une filiation que tu revendiques, non? C'est vrai, je le revendique parce que je les cite, ces auteurs-là dans mon roman. Oui. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, Matraf, lors d'un entretien en Maghreb des livres, que les auteurs devraient en fait insérer en annexe une bibliographie, comme le font les chercheurs par exemple, ou les étudiants quand ils écrivent. C'est la vie. Je suis parfaitement d'accord parce que forcément il y a des auteurs qui nous ont inspirés et qui ont façonné notre style. On ne peut pas du jour au lendemain se mettre à écrire comme ça sans avoir eu des lectures comme ça au préalable. Et donc moi je ne mets pas une bibliographie, je ne l'insère pas, mais je place des citations pour dire voilà, quels sont les auteurs, mes auteurs à moi, ceux que j'ai aimé lire, ceux qui m'ont inspiré, etc. Donc effectivement je parle de Bukowski, pour citer quelques-uns de ses livres, Journal d'un vieux dégueulasse, Au sud de nulle part. Il y a des auteurs que je ne cite pas, mais que j'aurais voulu justement, j'aurais voulu parler de ces auteurs-là, mais voilà, je ne voulais pas non plus dresser toute une liste, mais aujourd'hui j'en profite. Par exemple Gabriel Garcia Marquez, Mémoire de mes putains tristes par exemple, ou encore Tennessee Williams, ou je sais pas, Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes aussi, ça m'a beaucoup marqué, ou encore surtout Salinger, La Trappe brève. C'est vraiment mon roman phare et je voulais un peu que Mira soit un peu la version, enfin c'est un peu arrogant de dire ça, mais je voyais un peu Mira comme la version féminine, je voulais un peu qu'elle le soit, de l'auteur, du personnage masculin, le héros de ce roman-là. Voilà. Voilà, donc on est bien d'accord. Oui, alors, il y a un personnage qui est très touchant dans ton roman, c'est Idriss. C'est qui Idriss? Dis-nous un peu qui c'est Idriss. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs Idriss en fait. On peut rencontrer, moi je n'ai pas rencontré un seul Idriss en réalité, j'en ai rencontré vraiment plusieurs au cours de ma vie. D'abord quand j'étais au lycée, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Après, parce qu'Idriss en fait c'est un jeune, je ne veux pas quand même tout dire, mais c'est un jeune lycéen qui se fait en quelque sorte... qui se fait un peu violenter par ses camarades et qui n'arrive pas à s'imposer, qui n'a pas toujours son mot, qui n'arrive pas à placer un mot, à qui on ne laisse pas l'occasion de parler et qui est complètement effacé, que ce soit avec sa famille ou au lycée. Et moi, en fait, des jeunes garçons comme ça, j'en ai croisé plusieurs et ça m'avait beaucoup touchée. Et je m'étais dit, c'était à ce moment-là, en fait, à l'époque, un sentiment de révolte et en même temps d'indignation, mais je ne pouvais pas faire grand-chose, je ne pouvais pas agir, j'allais pas venir comme ça dire ça suffit parce que sinon je me serais retrouvée dans des situations vraiment compliquées. Mais je me suis dit, il faudrait que j'en parle un jour. Comment dire, pour résumer un petit peu, moi j'ai été quand même dans un lycée qui n'était pas, là encore c'est l'école fondamentale. C'est à Oran, c'est ça? Oui, c'est à Oran, et c'était vraiment un lycée très particulier où il y avait beaucoup de violence, il fallait dire, ça m'avait pas laissé indifférente. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient, et on se disait, mais comment se fait-il que l'administration ne réagit pas? Par exemple, à un moment donné, je dis, et ça se pratiquait vraiment, que pour aller au sanitaire, par exemple, il fallait payer des jeunes garçons qui étaient là à surveiller les portes, et c'est vrai, ça existait vraiment dans mon lycée, et ceux qui ne payaient pas se faisaient tabasser tout simplement, et personne ne réagissait. Voilà.
Souad va lire un extrait de ton roman pour qu'on écoute un peu la musique des mots. Je m'apprêtais à redescendre l'escalier quand une main m'agrippa l'épaule. Je sursautai craignant de tomber sur le surveillant général. Mais en me retournant, je regardais d'un air interloqué celui qui me faisait face. C'était un jeune garçon de 15-16 ans tout au plus, sûrement en première année secondaire, petit et frêle, triturant les boutons de sa veste. Je dépassais le blondinet d'une bonne tête. Le gamin restait là, bêtement en train de me fixer et ça m'énervait. « Je t'écoute, morveux. » Bonjour, Azeu. En fait, je me demandais si vous aviez de la monnaie à me prêter, fit-il avec beaucoup de gêne. Je fronçai les sourcils, sceptique, et ricanai méchamment. Était-il idiot? En tout cas, sa crédulité frisait l'imbécilité. Ils ne vont pas me laisser accéder aux toilettes si je ne paye pas. Qui ça, il? Les gars qui gardent l'entrée des WC. Tu vas pas te laisser impressionner. J'ai pas le choix. Récapitulons, fis-je agacé. Pour aller aux chiottes, faut maintenant payer les lycéens comme toi et moi. Tu te fiches de moi, j'espère. Non. Bien, alors lâche-moi. J'ai repris ma marche, mais l'autre continua quand même à me suivre. Cette fois, en colère, je lui fis volte-face. J'étais plus qu'excédée, contrôler ses nerfs, contrôler. Des visions m'assaillaient sur comment je pourrais le rembarrer pour avoir osé croire que c'était la fête du slip. Merci maman. Encore une fois, tu as trouvé le moyen idéal pour faire de ma vie un enfer. S'il n'était pas capable de s'imposer, c'était son problème, pas le mien. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Idriss. T'es en seconde? Oui, articula-t-il difficilement. Tu vas souffrir, Idriss. Il écarquilla ses yeux qui laissèrent transparaître un tourbillon de confusion. Tu vas souffrir dans ce lycée si tu continues à te conduire si tu étais encore en maternelle. J'allais tourner les talons, mais au dernier moment, je m'arrêtai. Ces immenses yeux verts d'enfant timide me fixaient blessé, alors j'ai glissé ma main dans la poche. Tiens, juste pour cette fois, mais dépêche-toi d'apprendre à te défendre. Et tout ce roman est comme ça, hein, donc un mélange à la fois de tendresse et de férocité. Voilà, je pense qu'on peut vous donner la parole maintenant. Oui, Lokman. Alors on va prendre les questions par série. Hein. Alors moi juste un état d'âme et une question à Malika Haribi. Je suis franchement impressionné, scotché et rassuré en même temps. Parce qu'en fait, les Gremlins, nos amis les Gremlins n'ont pas réussi à tout casser. Il y a des graines d'auteur et j'en suis franchement heureux. Et c'est sublime, c'est génial. La manière dont elle s'exprime, elle a connu cette école qu'on appelait fondamentale de notre époque, fondamentale, et donner ça, franchement, bravo, 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 chapeau bas. Une autre question à Malika Haribi. Dans l'introductif de Souad, elle avait parlé donc de 2 romans antérieurs. Alors, de mémoire, c'était sur le parcours de mon père, ou le chemin de mon père. Alors, c'est Marcher dans les pas de mon père. Les pas de mon père et Éclat de vie. Donc, ce sont des histoires familiales, je suppose. Familiales, mais pas seulement. Voilà. Je voulais juste savoir s'il y a un lien entre les 3. Alors, le lien, j'avais écrit Éclat de vie. Je l'avais écrit sans trop savoir ce que j'allais en faire. Hein. Il y avait des choses qui étaient là depuis très très longtemps. Et donc, j'ai fait sortir ça. Je dirais pas sous forme de roman. Je l'ai écrit juste pour écrire. Et puis un jour, je l'ai montré à mon frère. Je lui ai dit, lis-moi ça et dis-moi ce que tu en penses. Il l'a lu et je l'ai trouvé en train de pleurer. Il pleurait vraiment, il sanglotait. Après, je lui ai dit, c'est ça qui te fait pleurer? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, alors, tu crois que ça va faire un livre? Il m'a dit, ça ne fait pas un livre, c'est un livre.
Et donc il m'a encouragé à l'éditer. J'ai galéré pour l'éditer évidemment, mais j'ai réussi. Et quand on a lu Éclat de vie, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire on est resté sur notre faim, on en veut plus. Et j'avais pas l'intention je me disais Éclat de vie, c'est bon, j'arrête là, je savais pas trop ce qui m'attendait. Et puis donc c'est sur la pression, je dirais, de mes lecteurs que je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant de continuer. Éclat de vie, donc, c'était des morceaux de vie, comme ça. J'ai parlé de ma sœur, cette sœur-là dont j'ai développé après. J'ai parlé de mon frère, j'ai parlé des petits morceaux comme ça. Et quand on m'a dit il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a certains personnages qui sont très intéressants, il faut peut-être s'arrêter sur ces personnages-là. Et le personnage le plus intéressant de mon livre, de Éclat de vie, c'est justement ma sœur Fatima. C'est l'une des plus intéressantes, importantes dans Éclat de vie. Et évidemment le papa, et le père qui était quand même très important aussi. Et donc j'ai développé, il n'y a pas un lien direct, mais c'est quand même lié, voilà. Dans le même sens pour vous. Le micro, parce que... Dans le même sens, pour ne pas... Non, bon, je suis très intéressé par votre démarche, c'est-à-dire cette sociologie, anthropologie, au fait, le décrire la société kabyle, parce que je l'aime beaucoup, la société kabyle. Merci. Ah non, parce que avec le rouleau compresseur de l'arabo-islamisme, j'ai toujours recherché cette racine algérienne, parce que moi, je le revendique. Et je me demande, est-ce que dans votre démarche, c'est à la façon dans la littérature algérienne qu'on connaît, c'est-à-dire Ma'ammari, etc., ou c'est une démarche après ces gens-là, c'est-à-dire dans le sens où il va raconter une anecdote, parce qu'il y a quand même des problèmes islamistes ou un truc comme ça. Un jour, j'étais en Kabylie, je fredonnais, on montait, etc., avec deux frères. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, on est entre... c'est mon frère, on se respecte, il ne faut pas chanter. Et je lui dis, je ne chantais pas, je psalmodiais le Coran. Ça, c'était pour lui. Alors que je ne savais même pas ce que je fredonnais. Et autre chose, parce que moi, le problème berbère, il me tient à cœur, parce que je suis d'origine. Je revendique ma berbérité. Toute l'Algérie berbère. Ça, c'est indéniable. Et dans vos histoires, quelle est la place que vous accordez à ce phénomène-là, au niveau d'anecdotes ou d'histoires de votre famille? Quelle est la place que vous accordez à ce problème? Au problème du berbère? De notre berbérité. D'accord. Alors, moi, la place que j'accorde aux berbères, c'est que, vous venez de le dire, je revendique ma berbérité, je revendique ma kabilité. Je suis kabyle, j'adore la langue kabyle. Je l'ai apprise à mes enfants, ils le parlent. C'est une langue qu'ils parlent, ils maîtrisent. La première langue que j'ai parlé à mes enfants alors qu'ils sont nés dans l'algérois, donc ils sont censés ne pas connaître le kabyle. La première langue avec laquelle je m'adressais à mes enfants, c'était le kabyle. Pas par chauvinisme, mais tout simplement parce que je suis kabyle. J'aurais été arabe, j'aurais parlé à mes enfants en arabe, j'aurais été française, et ainsi de suite. La langue maternelle, pour moi, c'est très important.
Reste la question du berbère. Je revendique ma berbérité aussi. L'Afrique du Nord est berbère, je suis berbère. Je n'ai rien contre les Arabes. J'adore les Arabes. J'ai des amis arabes. Mon fils a épousé une arabe. Je n'ai rien contre les Arabes. C'est-à-dire, moi, j'aime l'humain. Je ne dirais pas que je déteste les Juifs. Non, je peux avoir un ami juif. Je peux avoir un ami français. Je peux avoir un ami allemand, etc. Je n'aime pas les races. Je n'aime pas les... Comment dirais-je? Pardon. C'est ça que je voulais dire. Je ne juge pas la race, je ne juge pas la nationalité d'une personne, je juge la personne. Comment est cette personne? C'est tout. Donc la berbérité, je suis berbère, je suis kabyle et ça je tiens à le dire, je suis très très profondément algérienne. J'adore l'Algérie, je l'aime. Voilà. Allez, ensuite... Pour une fois, je vais poser une question, mais assortie d'un petit commentaire. C'est une exclusivité que Hali prenne la parole en public. Allez, non, mais c'est vrai, évidemment. Profitons-en. Pour Malika Arabi, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a un risque dans votre livre, que je n'ai pas encore lu, mais que je me ferai un plaisir de lire, qu'il y a un risque d'une espèce de réhabilitation des harkis. Ça, bon, c'est cyclique maintenant. Tous les 19 mars, on s'empare de la question des harkis, du massacre des harkis. J'ai déjà répondu d'ailleurs une fois à une dame qui était fille de harkis. Je lui avais dit, moi j'ai vécu entre la ville d'Alger où il y avait les ouafs du Sultan de Gassem à Harki et mon village. J'avais plus peur des harkis de mon village qui étaient un peu mes cousins que des ouafs du sergent Belkacem, parce que les harkis, mes cousins, étaient venus déjà de France et ils étaient venus pour faire du mal, pour torturer, pour violer et pour tuer. C'est une expérience qu'on a vécue dans mon village. Je ne raconte pas, je ne l'ai pas lu. Et donc, il y avait chez nous deux sortes de harkis. Il y avait les harkis qui ont été poussés effectivement vers la caserne. Mais ceux-là n'ont jamais fait d'exaction à la population. Et ils n'ont jamais été inquiétés. Quand il y a eu en 62 des histoires de lynchage, tout ça, et d'ailleurs je rends hommage, et je vais le faire bientôt, à quelqu'un, un officier de l'ALN qui a parcouru les villages pour essayer d'arrêter, pour endiguer cette furiade de la population, mais bon, qui en avait plein le cœur aussi. Et donc il y a eu des mais c'est les gens qui n'ont pas fait de mal, n'ont jamais, je parle de l'expérience que j'ai vécue moi, les gens n'ont jamais été inquiétés. Ceux qui n'ont pas fait de mal, n'ont pas fait d'exaction, ils ont pu plus tard d'ailleurs repartir en France et tout, obtenir la nationalité française pour eux, pour leurs enfants. Ma question, vous, madame, puisque vous racontez, est-ce que vous avez eu vent de ces exactions? Vous avez dit que les harkis ont été torturés plus tard, ce qui est vrai aussi. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des tortures pratiquées par les harkis de votre village ou de votre région? Des harkis qui ont fait des exactions vis-à-vis de la population? Moi, dans mon village, on a un village. Notre village, il y a 3 villages dans mon village. Il y a un village où il y a des harkis et la même famille était, c'est-à-dire, il y a autant de harkis que de maquisards dans la même famille. Il y a le père et le fils, il y a un harki et un... C'est terrible la manière dont ils se sont retrouvés. Tout à coup, il y a même un neveu qui a tué son oncle. Il l'a rencontré face à face, il l'a tué. Le harki a tué son oncle qui est Moudjahid. Donc, nos harkis, moi je n'ai pas de souvenir que nos harkis, les harkis de mon village, ont fait des exactions vis-à-vis des gens du village. Par contre, les harkis qui étaient venus d'ailleurs, il y avait 2 ou 3 harkis qui étaient des sanguinaires, ils n'étaient pas de chez nous. Après, moi, mon souvenir de petite fille, c'était celui-là. Après, il paraît qu'il y a 1 ou 2 harkis du village qui ont violé des femmes du village. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas.
Mais je sais que moi, personnellement, les harkis, ils ne nous ont jamais fait de mal. Il y a un seul qui nous a fait un peu de mal, je ne dirais pas du mal, mais il a été obligé, c'est-à-dire on a fabriqué un abri dans notre maison. Et puis c'était le harki, il était un civil hein, quand il a aidé à construire l'abri. Il s'est retrouvé au maquis, il nous a dénoncé. Peut-être qu'il était obligé de dénoncer pour leur faire croire que, enfin, comment dirais-je, pour qu'on le croie, pour qu'on le prenne au sérieux. C'est un harki, donc il faut qu'il dénonce, il faut qu'il fasse des choses. C'est lui qui a ramené l'armée, il leur a montré voilà. Mais ma mère a passé de la prison, les harkis du village ne lui ont pas fait de mal. Ça dépend donc, je ne sais pas, d'un village à un autre, je ne sais pas comment que les gens se sont... Il y a des harkis qui étaient gentils, il y a des harkis qui étaient partis parce qu'ils avaient faim, il y a des harkis parce qu'ils étaient obligés. Je ne sais pas si j'avais l'âge d'être soit dans un camp, soit dans l'autre à ce moment-là, dans quel camp j'aurais été, je ne sais pas. C'est très difficile de juger comme ça, de loin, je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop. Non, mais si tu permets, Malika, moi je crois que c'est une façon de poser le problème qui est un peu... parce que les harkis, le mot harki recouvre des situations individuelles extrêmement diverses. Ça va du type du commando Georges, le fameux commando Georges, qui a tyrannisé la population en Kabylie, on le sait, hein, jusqu'au type comme ça, le commando Georges d'ailleurs qui était composé de harkis qui ont déserté l'ALN, la plupart d'entre eux, hein, et qui étaient les pires. Donc aujourd'hui on nous présente les harkis comme étant des victimes, etc. Peut-être qu'il y en a eu, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de situation générale, c'est pas possible. C'est des situations très très particulières, mais ce mythe comme quoi les harkis c'était des combattants réguliers, etc., qui ont été... ça, c'est de la propagande, et je rends hommage justement à Benjamin Stora qui a fait le travail le plus sérieux là-dessus, en démontrant qu'avant 62 et le prétendu massacre que l'histoire ne commence pas en 62, le prétendu massacre des harkis, qu'elle commence bien avant. Pierre Dôme aussi. Oui, et Pierre Dôme, oui. Donc voilà, je crois que là, ce que dit Malika est une histoire très individuelle, qui peut être aussi peut-être emblématique de quelque chose, mais je crois que quand on parle de harki, il faut être très prudent, très... voilà. Quelqu'un d'autre a demandé la parole? Oui, Youssef. Moi, je rends hommage à ces écrivaines, évidemment, ainsi que vous, Matraf, en quelque sorte, à chaque fois qu'un livre sort, c'est à féliciter et c'est à encourager, parce que après on demandera à Selma Ktaf de traduire. Hein. Ah ouais, donc je ne vois pas que... Ok. Il fallait que je m'exprime en français. Ah ouais, non, mais tu t'exprimes. Non, mais vas-y. Ah ouais, d'accord. En tous les cas, évidemment, en parlant de harkis, en quelque sorte, ce qui nous gouverne actuellement, c'est des harkis. Hein. Parce qu'on est opprimé de cette équipe-là, c'est une secte qui nous gouverne. Ils oppriment notre culture, c'est pour ça que nous on réagit. Alors notre culture, si face à un arabe, si je suis raciste, en quelque sorte, j'ai raison, parce que s'il n'est pas là pour défendre la culture berbère, quelque part, nous on est ses victimes. Donc, soyons tous unis de manière à défendre cette culture, cette identité qui est opprimée. Alors, ils nous considèrent beaucoup plus... Je suis sûr que tu as une question à poser à chacune des auteurs. C'est le cas. J'aimerais bien que si elles le traduiront, ces deux livres en berbère un jour. Voilà, j'arrête là parce qu'il ne faut pas dire ça.
Il a posé une question. Vous allez les traduire. Traduire en kabyle. Est-ce que tu veux bien me les traduire? Ah, parce que comme on n'est pas... Moi, je... Moi, je suis incapable de les traduire. Mais si j'ai déjà demandé à des gens de me les traduire, aucun n'a réussi à me les traduire en berbère. Je l'ai fait en arabe. Ils vont bientôt sortir. Je l'ai donné à une dame qui maîtrise une kabyle, hein, qui parle très bien le français, l'arabe. Donc elle les a traduits en arabe, mais en kabyle, j'ai demandé à vraiment plusieurs personnes de me les traduire, et aucun n'a été capable de le faire. Mais des deux langues, quelle est laquelle qui est opprimée? Vous aurez deux... Tiens, pour te consoler, Youssef, mais c'est vrai, hein, on vient de traduire, il va sortir le Nejmat Katib Yassine. Voilà. C'est pas rien, voilà. Oui, alors, Catherine, oui. Oui, merci Malika pour ce beau témoignage. Et puis je m'adresse à Samia. Selma. Selma. C'est vrai qu'on est très impressionné par la façon, enfin j'avais jeté un petit œil, la dichotomie entre votre langage écrit et votre façon de vous exprimer, et c'est d'autant plus intéressant qu'habituellement c'est le contraire, c'est-à-dire que les gens parlent très très mal, enfin en tout cas avec un niveau de langage assez rudimentaire, et puis essaient de s'appliquer en français, alors que vous avez au contraire choisi d'écrire trash pour plus de crédibilité, et ce qui implique une maîtrise complète justement des différents niveaux de langage pour rendre ça crédible. Donc je trouve cette démarche vraiment très intéressante, d'autant que, comme le disait Aristide Mekref, c'est osé, c'est-à-dire que vous osez dépasser le carcan de la bienséance habituelle. Quand on veut écrire un roman, on n'ose jamais dire des gros mots, on n'ose jamais dépasser le cadre des conventions. Vous avez osé. Alors, j'imagine que c'est pas la façon dont vous écriviez quand vous faisiez vos rédactions, ça c'est certain. Donc, moi ce que j'aimerais savoir, c'est le parcours, où là vous avez à peu près 26 ans, entre 18 et 26 ans, est-ce que vous avez fait des études littéraires? Est-ce que vous avez écrit beaucoup? Est-ce que cet ouvrage que vous aviez commencé depuis un certain temps, est-ce que vous avez mis 6-7 ans à l'écrire, ou vous avez écrit d'autres choses avant? Voilà, j'aimerais bien savoir tout ça. Alors, j'ai suivi un parcours littéraire. Ça a été un choix personnel. Le roman s'est construit petit à petit. J'ai commencé donc très jeune. Cette histoire-là, je l'ai commencée vers l'âge de 18 ans. Et je peux dire que j'avais une écriture assez chaotique, dans le sens où, à ce moment-là, je ne respectais pas une chronologie. J'écrivais comme ça. Je pouvais commencer par un chapitre, le premier par exemple, et ensuite écrire un autre épisode qui me venait en tête, parce que c'est vrai, comme l'a souligné tout à l'heure Mekref, mon écriture est très autofictionnelle. Ce n'est pas autobiographique du tout, mais je m'inspire vraiment de souvenirs personnels, et en même temps je vais vers la fiction, parce que je n'aime pas justement me fixer des limites, j'aime rêver et faire rêver en même temps, j'aime m'évader, donc j'écris un peu de cette manière-là, et c'était venu, donc c'est vraiment après que j'ai essayé, j'ai commencé à chercher une certaine cohérence, disons, à organiser les passages que j'avais en main, et en même temps tout un travail bien sûr de réécriture. Ça c'était venu, disons, 3-4 ans après, donc au moment où j'avais 22 ans. Et donc c'est mon premier roman. Après mes études en lettres, j'ai été dans le journalisme, et j'avoue que ça aussi, même si on ne peut pas vraiment comparer écriture journalistique et écriture littéraire, mais ça m'a beaucoup aidé. D'abord, surtout en fait, ça m'a été d'une grande aide au niveau psychologique, parce que je manquais énormément de confiance en moi.
Et quand on devient journaliste, justement, on apprend, il faut qu'on communique, il faut parler. Donc à ce moment-là, on apprend vraiment à devenir plus sûr de soi. Et en matière de style aussi, j'ai beaucoup appris, ça c'est sûr, parce que rien que le fait d'avoir à écrire, et moi j'ai commencé de manière assez brutale, dans le sens où on m'a expliqué, j'ai été dans un quotidien, on m'a expliqué qu'il fallait au minimum 3 articles par jour. J'étais très naïve, j'ai vraiment cru que c'était ça. Donc je préparais vraiment mes 3 articles chaque jour. Mais ça a été bénéfique, je ne regrette pas ça, c'était très fatigant, mais ça a été bénéfique. Et puis le soir, quand je rentrais chez moi, pour, disons, chercher une espèce de bouffée d'air, je revenais vers mon roman, parce que pour moi, ça reste toujours la fiction. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas continué dans la voie journalistique, même si voilà, j'ai beaucoup appris, mais voilà, j'ai aussi compris justement à travers ce parcours journalistique que, disons, je suis faite pour l'écriture fictionnelle. Et sinon, en ce moment, j'écris aussi des nouvelles. Donc voilà, j'ai 2 nouvelles qui sont parues dans la revue Marsa, une autre qui va paraître prochainement dans la revue Cabaret, dirigée par les éditions Le Petit Rameur. Voilà, et je continue, en tout cas, je ne m'arrête pas. Je continue toujours à écrire. L'écho de roman et ensuite elle va. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Non, on se quitte en bons amis. Alors, si. Alors, le 13 avril, je crois que c'est un mercredi, à 19h, on va parler de la Constitution, ici, avec Nordine Saadi, Han Saadi, des identités et langues dans les textes fondamentaux de l'Algérie. Voilà, la Constitution, etc. Voilà. Donc, au 13 pour les gens que ça intéresse. Sinon, pour le moment, merci Malika Arabi, merci Selma Geta, qui vont signer leur livre là-haut en prenant un pot que nous offre Demain. Et surtout, merci beaucoup Saïd. Voilà. Merci Aristide, c'est très bien, c'est toujours un plaisir ce moment qu'on partage.